Radio J. Le 10-11, Lise Goodman. Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Martine Gozlan, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous avoir en direct ce matin sur Radio J. Vous êtes ancienne journaliste à Marianne. Vous venez de quitter d'ailleurs l'hebdo souverainiste et vous êtes désormais la rédactrice en chef du magazine Écran de Veille. Vous êtes par ailleurs l'auteur d'une œuvre abondante, notamment consacrée à Israël. J'ai sous les yeux d'ailleurs un livre un peu ancien, Israël contre Israël. Vous êtes très souvent évidemment en Israël. Vous en revenez d'ailleurs il y a quelques jours, vous étiez encore en Israël. Qu'est-ce que vous en rapportez justement après de 6 mois de l'attaque sanglante du 7 octobre? Comment va le pays? Le pays, j'en rapporte ce balancement, mais à la puissance 1000 que j'avais souvent analysé, c'est-à-dire cette conscience d'un destin dramatique et cette intensité, cette vitalité qui caractérise, dont j'ai l'impression qu'elle est absolument unique au monde, pardon de faire peut-être de majorer, mais je l'ai toujours senti et je l'ai ressenti encore plus avec une sorte de violence cette fois-ci. Ces derniers jours. Ces derniers jours. Parce que si vous voulez, tout le monde était à la fois hanté par le massacre, par bien sûr la présence des jeunes garçons et filles au front de Gaza, par la menace exterminatrice qui pèse finalement à toutes ces frontières, par l'isolement international, par la mutation de l'anti-israélisme en antisémitisme, comme le rapportent tous les visiteurs juifs et tous les correspondants qui viennent en Israël. Donc, si vous voulez, et en même temps, il y avait dans les rues de Tel Aviv et aussi dans celles de Jérusalem, mais évidemment à la puissance 1000 dans les rues de Tel Aviv, cet extraordinaire bouillonnement, cette sensation de vivre l'instant. Oui, et puis un débat public très intense qui accompagne ce bouillonnement, qui est unique dans son genre, puisque en pleine guerre, pour sa survie, Israël maintient toutes les conditions démocratiques d'un débat pluraliste ouvert. On va en parler bien sûr dans un instant, Martine Gozlan. Alors, juste un mot quand même aussi d'analyse politique, puisque c'est votre domaine de spécialité, vous êtes spécialiste d'Israël et du Moyen-Orient. Est-ce que vous avez senti les Israéliens, les Israéliennes que vous avez rencontrés pendant de nombreuses journées, là, la semaine dernière, est-ce que vous les avez sentis très inquiets à la perspective possible de l'ouverture d'un second front? On en parle beaucoup en ce moment dans les journaux israéliens. On se demande si après le Ramadan, le front du Hezbollah ne va pas s'ouvrir et devenir un front actif, aussi actif que le front de Gaza. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bien sûr, mais parce que les déplacés du Nord sont partout dans Tel Aviv. Dans mon hôtel, il n'y avait pas de touristes. Il y avait des déplacés du Nord. Il y avait des gens de Kiryat Shmona. Il y avait à la fois, bien sûr, des gens de Sderot, des gens du Sud qui allaient tenter de revenir dans le Sud, mais il y avait des gens du Nord. Donc le front Nord est présent. Tous les fronts sont présents. Mais il y a aussi, et ça peut-être qu'on peut également en parler, cette extraordinaire dynamique démocratique qui fait que moi, je me suis retrouvée dans des manifestations. J'ai senti la pulsation du débat démocratique en Israël. Alors justement, parlons-en, parce que je vous invitais, Martine Gozlan, à en parler. Vous êtes la nouvelle rédactrice en chef d'Écran de Veille, qui est une revue remarquable d'ailleurs, qui a titré récemment sur le nazi-islamisme. C'est un dossier que vous avez coordonné. Justement, qu'est-ce que vous avez senti de la vitalité de ce débat démocratique près de 6 mois après l'attaque du 7 octobre et le début de la riposte israélienne qui aujourd'hui est au cœur d'un débat public? C'est vrai, on le sous-estime en France, le débat public qui existe aujourd'hui en Israël sur la suite à donner à cette riposte militaire nécessaire. C'est-à-dire que médiatiquement, ça gêne beaucoup les commentateurs, enfin une partie des commentateurs. De souligner à quel point il y a un débat. Bien sûr, de souligner à quel point, d'abord, les 3/4 des Israéliens souhaitent que les responsabilités du gouvernement avant le 7 octobre soient mises au clair, et ensuite de voir à quel point tout est de plus en plus, tout est sujet à discours, à débat. Et moi j'ai rencontré ceux qui avaient été vraiment dans le Mossad, des anciens directeurs du Mossad et des hauts militaires de Tzahal. Voilà, des hauts gradés du renseignement et de l'état-major. Voilà, exactement. Oui. Shin Bet, Tzahal et Mossad. Et bien entendu, ça, ce sont eux
qui mène le débat. C'est-à-dire que c'est une perspective. Vous comprenez que le monde, que les commentateurs ici n'arrivent pas à mettre en perspective. Alors c'est assez fondamental ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement il y a un débat démocratique ouvert entre l'état-major mais aussi le personnel politique. On sait d'ailleurs qu'au sein du conseil de guerre, il y a des débats très intenses, évidemment. Comment il se formule, comment il s'articule aujourd'hui, alors que nous allons bientôt célébrer, commémorer les 6 mois des attaques sanglantes? Comment ça se goupille, comment ça s'articule? Là, on est en pleine crise tout de même. Non, mais justement, nous sommes en pleine crise, d'abord, bien sûr, au sein du cabinet de guerre. Analyser justement les ressorts de cette crise pour que toutes nos auditrices, tous nos auditeurs comprennent ce qui se prépare en quelque sorte, voyez? Bon, il faut bien comprendre d'abord, qu'il faut distinguer Benjamin Netanyahou d'Israël. Or, naturellement, il y a sans arrêt une confusion permanente dans le commentaire entre... Bon, ça, de toute façon, c'est réglé. On sait qu'effectivement, il faut le distinguer. C'est réglé chez vous, c'est réglé à Radio J. C'est pas réglé ailleurs, et là d'où je viens, ça ne l'a pas été. Oui, on l'a vu. Voilà. Absolument. Mais c'est pas le sujet que nous voulons analyser. Ce que nous voulons plutôt analyser aujourd'hui, c'est votre... puisque vous revenez d'Israël, c'est votre analyse des débats qui ont lieu, justement. Voyez. Alors, il y a plusieurs débats. Voilà. Premièrement, l'éradication du Hamas n'est pas un débat. Il faut bien sûr comprendre que la majorité des Israéliens, oui, presque tous les Israéliens, souhaitent évidemment l'éradication d'un mouvement islamiste, barbare, exterminateur. Voilà. Tous, tous, c'est très clair. Et on doit dire et redire, vous avez absolument raison, contre beaucoup de nos confrères ici en France, que c'est indispensable. Voilà, mais et puis, quand même, il faut arrêter de dire le camp de la paix et le camp de la guerre. Il n'y en a pas, c'est pas vrai. Ce qu'il y a en réalité, c'est une lutte d'une majorité de patriotes contre un certain le gouvernement qui a accaparé des pouvoirs. Or, aujourd'hui, il y a aussi une lutte pour que tous portent le fardeau de la guerre, parce que nous sommes en pleine actualité, Alexis. Hier, la Cour suprême a entériné la disposition selon laquelle les fonds seraient coupés aux yeshivot, aux écoles talmudiques, si les jeunes ultra-orthodoxes ne s'engageaient pas dans l'armée, dans des entraînements, etc. C'est très très important, parce que moi je me suis retrouvée dans des manifestations vraiment conduites par des militaires, par des anciens du Shin Bet. On me disait, regarde, tout le Shin Bet et tout le Mossad est dans la rue. Pourquoi? Parce que vraiment, à la tribune, je voyais des jeunes qui revenaient du front, qui revenaient de Gaza, qui étaient bouleversants, et des jeunes aussi qui avaient quitté leur yeshivot et qui étaient dans des entraînements et qui brandissaient d'une main les textes de Maïmonide, disant que le premier devoir, c'est de servir Israël, et que ceci n'entre pas en compétition avec vraiment la Torah, au contraire. Mais là, ce que vous dites est fondamental. D'une main, le texte de Maïmonide, et de l'autre, leur feuille d'enrôlement dans le salle. Donc ça, c'est très très important, parce qu'il faut bien comprendre que cette espèce de guerre civile, en réalité, elle ne devrait pas avoir lieu. Alors, on n'est pas tout à fait... Le mot guerre civile est un peu exagéré. C'est exact. C'est un débat, disons, intense, qui a été sur le devant de la scène ces derniers jours. Vous avez raison. Au-delà de cela, est-ce que cela veut dire que le fait que ce débat renaisse, selon vous, comme beaucoup de commentateurs l'ont suggéré ces derniers jours, cela veut dire que Israël, sans forcément le dire explicitement, on va parler des États-Unis dans un instant, se projette dans une guerre encore assez durable, disons, tout au long de l'année 2024, tout au moins. Les forces de défense israéliennes ont besoin d'hommes. Non, mais ont besoin d'hommes. Certes, elles ont besoin. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, a donné le nombre d'hommes qui manquaient, 10 000 hommes. Alors, Yoav Gallant se projette mentalement, c'est ce que vous nous dites, sans le dire aussi explicitement. Oui, bien sûr. Mais dans une guerre qui va durer encore plusieurs mois, on est bien d'accord. Mais parce qu'on ne peut pas éradiquer un mouvement terroriste. On est bien d'accord. En quelques jours, en quelques mois. Et oui, ça va durer. Ça ne peut que durer. Et si vous voulez, là, on est dans des pauses, dans des intermèdes. C'est d'abord la résolution à l'ONU. Alors, oui, justement, décomposons. Donc là, vous nous confirmez
ce que nous avons perçu naturellement depuis Paris, mais nous n'étions pas sur le terrain ces derniers jours. Israël est en état de guerre. Voilà, et que c'est une guerre qui, dans l'esprit de ceux qui la conçoivent stratégiquement, Yoav Gallant est au premier plan, doit quand même durer encore plusieurs mois afin de parvenir à l'objectif initial qui est l'éradication des installations militaires et stratégiques du Hamas qui mettent en danger la survie de l'État. Mais alors justement, on ne peut plus le cacher. Il y a aujourd'hui un champ de tension, ça ne veut pas dire un conflit, mais un champ de tension entre Joe Biden, son administration, et le gouvernement israélien. Comment est-ce que vous analysez cette situation globale, au-delà, bien sûr, de l'abstention des États-Unis de lundi sur cette résolution de l'ONU, au-delà, si on fait la big picture, où on en est aujourd'hui, près de 6 mois après le début de cette guerre, où on en est de la relation qui est vitale, israélo-américaine. Je crois que Benjamin Netanyahou, sur le plan diplomatique, s'est comporté de façon irresponsable. Pourquoi ? Et ça, parce qu'il a poussé l'administration de Joe Biden et Joe Biden lui-même à bout. C'est-à-dire qu'il a opposé... En quoi aurait-il poussé à bout Joe Biden, justement, Martin Gozlan ? Si vous voulez, tout le système de défense diplomatique, la Hasbara, comme on dit, la communication israélienne consiste depuis des années, depuis des décennies, à expliquer que oui, peut-être. C'est-à-dire il n'y a pas de non. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de non définitif à des propositions, à des alternatives. Si vous voulez, le principal grief de Joe Biden à Benjamin Netanyahou, ce n'est pas son grief à Israël. Parce qu'il n'est pas question, je pense, d'abandonner Israël. Bien sûr que non. Parce qu'il y a eu ces dernières 48 heures, d'ailleurs, des revirements. Les livraisons d'armes et de munitions continuent, et elles n'ont pas diminué. Oui, mais il faut qu'on en reparle aussi depuis 5 mois. Mais alors justement, de l'interrogation d'Israël sur sa capacité militaire. Alors attendez, non mais décomposons. Donc vous dites le grief ne porte pas sur la guerre et sa légitimité. Le grief porte sur quoi alors, Martin Gozlan ? Le grief de la part de Washington. Le grief de Washington porte tout simplement sur l'incapacité de Benjamin Netanyahou à définir un but et un après. Or, bien sûr, pour les hommes politiques et pour Biden engagé dans sa campagne électorale, il faut absolument un après. Il faut qu'on sache où va Israël. Et n'est-ce pas finalement la question que nous nous posons tous ? Où va Israël le jour d'après ? Vous résumez très bien, effectivement, le champ de tension. C'est un champ de tension, on va dire, diplomatique, en termes presque de signification philosophique, c'est-à-dire pourquoi mène-t-on cette guerre et quelles sont les perspectives que l'on dessine après. Est-ce que ça s'en ressent dans ce débat public israélien dont vous venez encore une fois, cher Martin Gozlan, de prendre le pouls ? Est-ce qu'il y a aujourd'hui, intensément dans les manifestations auxquelles vous avez assisté, des gens qui se projettent justement dans cet après, en le définissant autrement que Benjamin Netanyahou, par exemple ? Alors, je vais vous dire, se projeter dans l'après, c'est très difficile à un Israélien qui est dans la rue. Mais se projeter dans la gouvernance israélienne, se plonger dans ce que doit être un leader de Médinat Israël, de la terre d'Israël. Ça, c'est très clair. Et ils ne veulent plus, et tous les sondages l'attestent, de Benjamin Netanyahou comme Premier ministre. Il est clair que l'appel à des élections anticipées ne provient pas du tout d'une pseudo-gauche traîtresse, comme l'atteste une propagande stupide, et tout à fait indigne d'ailleurs de l'État d'Israël. Là, vous faites allusion librement, mais au Likoud, disons aux éléments de langage du Likoud, notamment. Mais il y a des éléments du Likoud qui sont en train de lâcher Benjamin Netanyahou. Alors, je vais me faire l'avocat justement du Likoud. Oui. Vous avez entendu, disons, ces 2 dernières semaines, à la suite des déclarations de Chuck Summer, par exemple, il y a eu un certain nombre de responsables politiques autour de Benjamin Netanyahou dans son gouvernement qui ont dit voilà, on a compris, les États-Unis sont en train d'accentuer la pression idéologique sur nous, promettent des élections anticipées et en quelque sorte, avant même qu'il le soit, présentent Benjamin Netanyahou comme destituable. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de se produire justement dans la relation américano-israélienne, si on l'analyse objectivement? Non, mais on est en toute objectivité. Enfin, moi, j'espère l'être. Donc, de toute façon, je crois que c'est pas la question. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'adéquation entre la majorité du public israélien, selon tous les sondages. L'actuelle coalition est absolument minoritaire. Et ce qui serait déterminant, ça serait bien sûr la personnalité de Benny Gantz.
Gantz, qui fait partie du cabinet de guerre, qui a été reçu à Washington, qui a été reçu à Londres. Et je crois que il n'y a pas au fond cette bonne guerre diplomatique, ce que racontent ces gens du Likoud auxquels vous faites allusion. Alors je vous objecte simplement, il était à votre micro, il était à votre place il y a une semaine. Bernard-Henri Lévy, qui signe Solitude d'Israël, nous disait ici même à Radio J, en direct, il nous disait, quand on a évoqué ce sujet-là, des pressions, entre guillemets, des amicales pressions de l'administration américaine, il nous disait, écoutez, c'est absurde, texto, hein, c'est absurde. Tant que la guerre se poursuit, il ne peut pas y avoir d'élections anticipées, de changement de gouvernement, tout ça est absurde. Est-ce que vous ne croyez pas que Bernard-Henri Lévy, sur ce point-là, a raison? Non, mais de toute façon, le problème des élections anticipées, c'est pas qu'elles se produisent pendant la guerre, c'est qu'il y ait une date. Et ça c'est ce que m'ont expliqué absolument toutes les personnalités que j'ai rencontrées. C'est qu'il faut fixer une date. C'est qu'on ne peut pas rester comme ça à 2026. C'est ce que demandent les gens, fixer une date à des élections anticipées. Absolument, vous avez raison. Voilà, c'est-à-dire que je ne suis pas du tout en opposition avec ce qu'a dit Bernard-Henri Lévy, qui d'ailleurs, dans son livre, exprime très bien ce que ressent la majorité des Israéliens. Solitude d'Israël, c'est exactement le cas. On est seul, mais dans notre solitude, nous restons nous-mêmes. Et rester soi-même, c'est aussi se comporter comme la plus vivante des démocraties dans le monde, non pas seulement dans le monde oriental, dans le monde proche-oriental, mais vraiment sur cette planète. La villa dans la jungle dont parlait si bien l'ancien Premier ministre Ehud Barak. Alors justement, Martine Gozlan, c'est passionnant, on a encore 4-5 minutes, on analyse la situation, on analyse l'avenir aussi, les perspectives d'avenir. Il y a aussi un autre débat que nous n'avons pas encore évoqué, mais qui affleure aujourd'hui en Israël considérablement. C'est le débat autour, non pas de la responsabilité, mais de la pertinence de la vision stratégique que comportaient les accords d'Abraham. Bon, je résume, quelle était la vision, la plateforme des accords d'Abraham, commune d'ailleurs à Donald Trump et à Benjamin Netanyahou. On va contourner la question palestinienne en scellant des accords de reconnaissance bilatérale entre l'État d'Israël et un certain nombre de voisins sunnites qui sont opposés à l'Iran. Ça a marché d'ailleurs jusqu'à un certain point et on a frôlé une reconnaissance officielle avec l'Arabie Saoudite. Mais il y a un discours en Israël qui se développe, et j'aimerais que vous l'analysiez avec nous, qui consiste à dire peut-être s'est-on trompé, c'est-à-dire peut-être fallait-il inclure à ce package des reconnaissances bilatérales un règlement de la question palestinienne. Est-ce que vous avez entendu parler en Israël de ce débat qui renaît aujourd'hui? Non, mais de toute façon, le package était, tout le monde l'a oublié, mais il était inclus dans les accords d'Abraham. C'est-à-dire qu'il était inclus avec la reconnaissance d'un État palestinien, mais je ne sais pas pourquoi. Dont l'Arabie Saoudite faisait le préalable à sa reconnaissance officielle. On est d'accord. Mais écoutez, Alexis, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on est vraiment dans un univers informationnel. Les gens oublient. Oui, mais il n'y a pas seulement l'oubli, c'est orwellien. C'est absolument orwellien. C'est-à-dire que l'information est totalement tournée, travestie en son contraire. Bon, par exemple, je vois qu'aujourd'hui, pardon, je change pas tout à fait de sujet. Non, mais on reste là-dessus. Aujourd'hui, il y a encore la Cour qui se dit internationale de justice de La Haye qui veut contraindre Israël à ne pas mettre les Palestiniens en état de famine. Or, naturellement, toutes les informations d'Israël ne sont jamais considérées. C'est même pas qu'on ne demande pas, enfin les observateurs ne demandent pas à ce qu'elles soient prises au pied de la lettre, mais au moins qu'elles soient considérées. Or, jamais. Or, si vous voulez, il y a un certain nombre de faits. Par contre, les faits du Hamas, eux, ne sont jamais contestés. Tout est pris comme argent comptant, comme argent islamiste, comme argent massacreur comptant. On l'a vu récemment avec la scandaleuse couverture de Libération, qui, avec les 30 000, se faisait l'écho direct du fameux, entre guillemets, ministère de la Santé du Hamas. Mais répondez-moi quand même sur les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham ne sont pas... écoutez... Martine Gozlan, vous savez, vous êtes... une spécialiste de cette question, vous êtes rédactrice en chef désormais d'Écran de Veille, vous savez que le débat est en train de renaître. Il est intéressant. Bon, et comment vous pensez, vous avez eu absolument raison de rappeler qu'en réalité, dans la plateforme des accords d'Abraham, il y avait un règlement de la question palestinienne, en réalité, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui, mais est-ce que vous leur voyez, après la guerre, un avenir, ou est-ce que vous pensez que on va changer de formule? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, comme analyste politique? De toute façon, les États du Golfe sont dans une situation ils ne souhaitent pas la rupture totale avec Israël. On est bien d'accord.
Ça, c'est clair que le schéma mis en route par les accords d'Abraham, il ne va pas être brisé. Simplement, le problème, c'est qu'il faudrait qu'une nouvelle gouvernance israélienne donne un petit peu du grain à moudre à ceux des États arabes qui pourraient se retrouver à ses côtés. Alors, dans ce cas-là, nous revenons, Alexis Lacroix, au jour d'après. Alors justement, il y a des gens, Martine Gozlan, c'est passionnant, vous êtes rédactrice en chef de l'excellent magazine Écran de veille, ancienne grand reporter à Marianne, que vous avez volontairement quitté, nous dites-vous, on y reviendra. Alors, restons sur ce sujet-là, qui est évidemment très intéressant. Vous nous dites, il faudrait un changement de gouvernance en Israël, au fond, pour que certains partenaires, qui ont déjà signé ou qui ont vocation à signer, comme l'Arabie Saoudite, soient réconfortés, en quelque sorte. Mais on peut vous objecter que ces partenaires, depuis le 7 octobre, n'ont cessé de cajoler la rue arabe, n'ont cessé de cajoler leurs opinions publiques. Est-ce que c'est de bon augure pour l'avenir, tout ça ? Non, ils sont pris effectivement dans une dialectique un petit peu vénéneuse, mais on voit mal. C'est quoi cette dialectique vénéneuse, Martine Gozlan ? Vous venez de la définir, c'est la rue arabe, c'est leurs opinions, etc. Cela dit, il n'y a pas eu du tout de rupture des relations diplomatiques. Absolument pas. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Et les relations continuent. Elles continuent dans la coulisse, mais elles continuent. Donc, si vous voulez, je crois qu'un changement dans le ton diplomatique. Le ton diplomatique, c'est très important. Le ton, c'est ce qui fait la diplomatie aussi. Donc, c'est ce qui fait une émission aussi, en règle générale. Non, mais la communication, vous avez raison. Mais bien sûr que la communication entre deux individus, mais aussi entre deux entités étatiques, se fonde aussi sur des éléments non verbaux. Et ça passe aussi par les États-Unis. Par là, on y revient, par la relation avec les États-Unis. Et donc, la modification du ton dans la relation avec les États-Unis doit absolument survenir au plus vite. Et cela, c'est lié finalement à une nouvelle, un nouveau Premier ministre en Israël. Alors, vous avez une analyse qui est tout à fait cohérente, qui correspond, disons, à un logiciel parfaitement cohérent et identifiable sur le plan idéologique. Vous nous dites ce matin sur Radio J, au vu de votre expérience, de votre expertise, aussi de votre dernier voyage en Israël, pour l'instant, il ne peut pas y avoir de véritable désescalade, entre guillemets, de la relation diplomatique entretenue entre Washington et Jérusalem, s'il n'y a pas la perspective d'un changement politique à moyen terme. Mais si vous voulez, il n'y a pas de rupture, vous l'avez souligné dans les livraisons je parle de désescalade, oui. Je n'ai pas parlé de rupture. On voit bien que Joe Biden est pris dans une dialectique très, très, très pénible. Parce que là, d'ailleurs, Bill Clinton vient de voler à son secours en disant Joe Biden soutient toujours, c'est un grand ami d'Israël. Et là, depuis 48 heures, on voit quand même, il y a une nouvelle, il n'est pas question que la délégation israélienne finalement se rétracte, comme l'avait souligné Netanyahou. On est dans une espèce de flou, d'ambiguïté. On ne peut pas croire, on ne peut pas. Mais en tout cas, ce qui sort, parce qu'il faut toujours rester positif. Absolument. Ce qui sort de cet élément, de cette crise, ça peut aussi être une profonde réflexion de l'état-major israélien sur sa productivité militaire. Merci. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. En tout cas, on a bien entendu vos analyses passionnantes, Martine Gozlan. On aura l'occasion de les poursuivre dans les semaines qui viennent avec vous. Et on vous souhaite en attendant un très bon Shabbat, une très bonne fin de semaine, ainsi qu'à toutes nos auditrices, tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Martine Gozlan. Merci.